Appelez Jean-Michel Apathy au 39 21. 50 centimes la minute, plus coût de l'appel. Jean-Michel Apathy. Oui, donc nous sommes ensemble pour dialoguer sur l'actualité. Nous allons revenir dans une deuxième partie de ce moment sur les élections américaines. Hillary Clinton a été définitivement désignée, du moins elle a suffisamment d'électeurs pour l'être candidate du Parti démocrate, et donc elle affrontera très probablement Donald Trump lors de l'élection américaine qui aura lieu le 8 novembre prochain. D'où la question, vous, est-ce que vous êtes plutôt Clinton ou Trump? Mais nous commençons sur la situation sociale française. Beaucoup de grèves, SNCF, Air France qui menace de l'être juste avant l'euro, des manifestations qui se poursuivent. Il y en a encore eu aujourd'hui contre la loi travail. Donc on s'est posé la question, est-ce qu'on peut réformer la France aujourd'hui? Ça paraît vraiment très difficile. Pour nous accompagner dans ce dialogue, j'accueille Laurent Bigorne, directeur de l'Institut Montaigne. Bonjour Monsieur Bigorne. Bonjour. Donc c'est une vieille question qu'on a devant nous. La France est-elle réformable ou pas? Et nous allons écouter Didier qui est à L'Isle-sur-la-Sorgue dans le Vaucluse et qui a une opinion sur la question. Bonjour Didier. Bonjour Jean-Michel. Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Écoutez, moi je pense que la France serait réformable Oui. si, le droit de grève n'était pas le droit de bloquer l'économie du pays, Oui. et si, la classe politique avait le courage de mener à bien les projets qu'elle prépare et qu'elle fait voter. Mais elle en a quelquefois le courage. Mais non. après ça bloque. Non, vous ne non, vous souvenez pas de... Non. Bah si, je me suis, mais elle n'a pas le courage. Elle n'a jamais eu le courage, que ce soit la gauche ou la droite. On n'a pas de courage. On laisse le pays bloqué. Et aujourd'hui, c'est la chienlit dans le pays, et on laisse faire. Voilà. Et puis la loi El Khomri, écoutez, il n'y a plus rien dedans. Qu'est-ce que ça veut dire? On discute plus de la loi El Khomri, on discute aujourd'hui du poids de la CGT dans la société. Bon, c'est votre sentiment, Didier. Restez avec nous, Laurent Bigorne. Les gouvernements, il y a eu des réformes de fait dans ce pays depuis 20 ans ou 30 ans. Oui, alors, il faut bien voir, comme le Didier, que la loi El Khomri était sans doute un des plus gros textes quand il est arrivé qu'on n'ait jamais vu. Et d'ailleurs, refaisons un tout petit peu d'histoire ou de micro-histoire. En janvier, il y a une première série de mesures qui sort sur le travail. Et tout le monde est déçu. On nous avait décrété l'état d'urgence économique. On voit arriver des mesurettes. En mars, personne ne s'attend à rien. Et là, un texte très ambitieux est présenté. Un texte extraordinairement ambitieux, porté par une ministre qui ne démérite pas, mais qui est quand même objectivement en situation de faiblesse relative par rapport au texte qu'elle doit porter, et avec au fond un pouvoir qui est incapable d'éclairer l'avenir et de dire dans quel sens il va. Et toute l'ambiguïté, d'une certaine façon, l'intervention de Didier est dans ce sens, avec laquelle on vit depuis 2012, c'est que, au fond, il y a une forme de conversion du gouvernement à mi-mandat sur le fait que pour créer de l'emploi, il fallait créer de la richesse, de la croissance et donc encourager la vitalité économique. Ça, c'est le postulat sur lequel on vit maintenant depuis un an et demi. Et en même temps, c'est pas du tout l'histoire qu'on a racontée aux Français en 2012. Le gouvernement s'est affaibli. Ce changement de direction de politique économique à mi-quinquennat a affaibli le gouvernement. Exactement. Et c'est doublé d'un deuxième effet, c'est que les premières réformes qui ont lieu, je pense notamment au CICE, tardent à montrer leurs effets parce que tout ça prend du temps. Donc raison de plus pour refaire dès le début, mais de le dire aux électeurs. Mais dans un passé récent, il y a eu des réformes. On a réformé les retraites 2010, il y a eu une réforme des régimes sociaux 2008. Oui, mais alors, il y avait un gouvernement qui avait du courage en 1995, mais lui n'a pas pu réformer. Donc, ça fait partie du mal. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on réforme, mais à minima. C'est-à-dire que c'est la politique des petits pas. C'est-à-dire que, par exemple, typiquement, sur l'exemple que vous citez des retraites, 2010, on fait ce qu'on appelle, pardon pour vous dire, des réformes paramétriques. Ça veut dire quoi? On bouge des curseurs. Mais on sait très bien qu'on les bouge pour un certain temps et qu'il faudra y revenir. D'ailleurs, objectivement, si on ne nous parle pas de réforme à nouveau des retraites pour la campagne 2017, on nous aura menti parce qu'il n'y a pas d'équilibre à ce stade qui est trouvé. Donc Didier, quelle est la solution? Alors la campagne électorale va commencer en France puisque nous voterons au mois d'avril et mai prochain pour un nouveau président. Il faut que le contrat soit clair avec les électeurs pour qu'ensuite on laisse le gouvernement agir. Je pense que votre intervenant là-dessus a parfaitement raison. C'est que le contrat n'étant pas clair, un certain nombre de gens ou d'acteurs sociaux sont fondés à s'opposer à ce qui est entrepris. Je crois qu'effectivement, d'abord, il faudrait redéfinir les règles de la vie sociale. C'est-à-dire qu'est-ce que c'est que le droit de grève, jusqu'où, à partir de quand et jusqu'où. Et puis qu'est-ce que c'est, parce que on a des services publics qui doivent être assurés, on a un certain nombre de choses qui sont pas acceptables dans la pratique du droit de grève aujourd'hui. Il y a services minimums, il y a l'obligation de se déclarer gréviste 48 heures avant, ce qui permet d'organiser parfois, notamment dans les entreprises de transport, un minimum de services. Tout à fait.
Tout à fait. Mais ça perturbe quand même gravement l'économie. Et puis, moi, ce qui me frappe, si vous voulez, c'est le manque de courage. Le manque de courage de la classe politique. Quand vous voyez un président de la SNCF qui mène une négociation difficile et qui est contredit par le pouvoir politique, c'est quand même pas acceptable, quoi. C'est pas acceptable. Donc il faut redéfinir quels sont les objectifs, qu'est-ce qu'on cherche. Moi, je suis contre la loi El Khomri. Parce que j'ai des enfants qui cherchent du travail et on ne leur propose que des CDD et leur avenir, apparemment, il est fait de CDD. Mais vous êtes après contre. tout, pourquoi pas prendre ce risque-là? D'accord, oui, vous êtes contre parce que vous la trouvez trop peu... parce que moi j'ai vécu de CDI. Trop peu importante. Mais j'ai vécu de CDI, mais après tout, pourquoi pas? Peut-être que c'est la solution. Laissons le gouvernement faire, laissons le gouvernement agir avec une réforme un peu ambitieuse. D'accord. Merci beaucoup Didier pour votre appel au 3921. Bonne journée. Et je vous souhaite une bonne journée. Laurent Bigorgne. Oui, on a vu des choses symboliquement dures ces derniers temps. On est ici dans une salle de presse, une rédaction. C'est vrai que quand la CGT a fait ce chantage aux organes de presse en disant soit vous publiez notre lettre, expliquant le mouvement, soit on vous publiera pas. En gros, on fera pas tourner les rotatives. Là, je crois qu'on est quand même arrivé au bout d'un certain type de non-dialogue social. Et c'est la même d'ailleurs CGT qui au fond passe son temps à signer ce qu'on appelle des accords d'entreprise tout au long de l'année et qui nous explique que l'accord d'entreprise, au final, ne doit pas être plus important que la loi. Donc, on voit bien que les organisations syndicales, à la fois, sont allées, pour certaines d'entre elles, vers des extrémités qui ne sont pas acceptables en démocratie, d'une part, et qu'au d'autre part, il y a un peu un double discours aujourd'hui. Et ce double discours consiste à nous dire non, mais tout doit se régler au niveau interprofessionnel par, au fond, des syndicats qui sont objectivement peu représentatifs et rien au niveau d'entreprise. Une des clés, un des points à gagner, c'est effectivement dans la loi El Khomri, cette possibilité de faire descendre la négociation sur le lieu de travail. Et ça, je pense que pour le coup, c'est une réforme immensément importante. Bonjour Daniel. Oui, bonjour. Vous êtes à Rouen. Oui, je suis en à déplacement. Rouen et en Suède. Vous êtes à cheval entre les deux pays, c'est ça? Voilà, la France et la Suède. Ça fait 11 ans que j'habite en Suède et j'habite en Suède, je travaille pour une société suédoise et je développe des produits innovants en France. Et alors du coup, cette pratique que vous avez d'un autre pays vous fait dire quoi sur la France, Daniel? En fait, j'ai une vue où effectivement, après 11 ans de vie en Suède, on commence à s'imprégner un petit peu des mentalités et puis on écoute ce qu'on dit autour, donc on arrête de se regarder le nombril et on a une perspective qui est un peu différente par rapport à ce qui se passe, je dirais, quand on vit dans le pays. Oui. Et c'est vrai que le gros débat actuel, c'est la France est-elle irréformable? J'espère que oui. Vous espérez qu'elle est réformable ou vous espérez qu'elle soit réformable? J'espère qu'elle soit réformable parce que la France est un grand pays d'innovation qui l'intègre très difficilement, je dirais, dans ses process industriels, ça c'est clair. Mais aussi, je pense qu'avec le semblant de reprise, la baisse du chômage, les indicateurs qui commençaient à tourner un petit peu au vert, la Coupe d'Europe, je pense que c'est pas le bon moment d'aller casser une situation de reprise à travers des grèves incessantes. Je dirais c'est insupportable. Moi, je voyage beaucoup et à chaque fois, c'est des heures. Hier soir, je suis arrivé à 1h30 à mon hôtel parce que l'avion était en retard. Mais des grèves, il y en a partout. Il y en a dans les autres pays aussi. Hein. C'est pas. Écoutez, en Suède, très peu. En Suède, peut-être. Quand il y a eu la crise des subprimes, vous savez, l'activité dans l'usine dans laquelle je travaillais a baissé de plus de 70%. On a réduit la voilure. L'État a pris le relais. Il n'y a pas eu un peloton de grève. Et lorsque la reprise, on réouvre la voilure et le point d'emploi se fait. Mais je pense que la réforme actuelle est un faux problème. On vise la mauvaise cible. Je pense que ce qui est important, c'est le coût du travail. C'est-à-dire une baisse radicale des charges patronales et sur l'employeur et sur le salarié. Pour donner un peu d'énergie. Parce que lorsqu'on a de la visibilité, on emploie. Et c'est pas de faire un CDD ou un CDI qui pose le problème. Pour vous, c'est pas le code du travail, mais c'est le coût du travail d'abord. C'est le coût du travail. D'accord. Et c'est un faux problème. D'accord. Mais écoutez, c'est le problème dans lequel on est de toute façon. Là, c'est le contrat de travail. Après, le reste, on verra si les candidats à l'élection présidentielle apportent une réponse ou pas au coût du travail. Merci beaucoup, Daniel, d'avoir apporté... Écoutez, merci. En tous les cas, vous faites de très belles émissions. C'est très gentil. C'est très instructif. Voilà. Merci, je vous souhaite une bonne journée, Daniel. Allez, au revoir. Bonne journée. Laurent Bigorgne, la grève, ça a du mal à passer, mais c'est un droit quand même, la grève.
Oui, c'est un droit, mais si vous voulez, la situation qui, moi, me paraît assez troublante, c'est qu'au final, il y a une voix qu'on n'entend pas. On entend beaucoup, au fond, les professions qui sont protégées aujourd'hui, c'est-à-dire les grandes entreprises publiques. On entend les fonctionnaires, qui sont très représentés par les organisations syndicales, puisque la représentation syndicale dans les entreprises privées est assez faible, comme vous savez. On n'entend pas les chômeurs. Les chômeurs, on ne les entend pas parce qu'ils ne sont pas organisés. Mais c'est la voix qui manque. Et c'est-à-dire qu'au fond, aujourd'hui, on laisse les salariés les plus protégés de notre pays, ou les fonctionnaires, pas tous, mais certains d'entre eux, décider pour les chômeurs. Alors, évidemment, dans quel sens ils décident ? Pas pour les chômeurs. Ils décident pour se protéger eux. C'est un réflexe sociologique normal. C'est-à-dire que c'est bien que, au fond, le mieux protégé essaye de verrouiller sa situation et de se protéger le plus possible. Donc mais ça, il faut on en comprendre. déduirait quoi ? Que le droit de grève doit être remis en question ? Non, il ne faut pas remettre en cause le droit de grève. C'est un droit qui est constitutionnel et c'est un droit qui est fondamental. Mais je prends l'exemple de Daniel qui nous appelle de Suède. Il est dans un pays où il y a beaucoup de syndicats. On est très syndiqués en Suède. C'est un des grands États sociaux-démocrates du nord de l'Europe. On sait négocier. Et on sait négocier dans l'entreprise, et il y a une culture de la responsabilité qui va avec. Est-ce qu'on peut vraiment dire, les yeux dans les yeux, que les grandes organisations, les grandes centrales syndicales, je pense notamment à la CGT, ces dernières semaines, ont fait preuve de cette responsabilité dans un pays qui n'a pas connu moins de 9% de chômage en moyenne depuis 30 ans? Moi, ma réponse, elle est claire, elle est non. Il n'y a pas cette culture de la responsabilité en France. Il y a cette culture anarcho-syndicaliste, qui date de 1904 pour la CGT, et qui continue de prévaloir. C'est-à-dire, je préfère la terre brûlée, je protège, au fond, un certain nombre de gens qui sont déjà, d'une certaine façon, et ça va les énerver, ils vont m'insulter sur Twitter, mais assez protégés, et je me soucie peu des chômeurs. Prenons encore l'exemple de la Suède. C'est un pays qui a su réformer ses retraites. Cette réforme des retraites a passé le cap de l'alternance. Ils sont passés d'un système qui est un système un peu archaïque à un système à points. C'est un pays qui a su assainir ses finances publiques. Donc on a pu baisser le coût du travail. C'est un ensemble. Pour l'instant, la CGT, pour en revenir à la grève de la SNCF, la CGT n'a pas donné encore son avis sur l'accord qui est proposé par la direction, et donc peut-être qu'elle va l'accepter, et que même s'il y a là une grève qui nous embarrasse, la CGT va peut-être s'associer à une négociation, s'associer de manière positive à une négociation qui a lieu au sein de l'entreprise. Je l'espère. Une négociation dans laquelle la CGT s'exprime. Une négociation dans laquelle l'État a mis le doigt, c'était souligné par tout à l'heure par Didier. J'espère que la négociation permettra à cette entreprise d'avoir toutes les marges de manœuvre dont elle a besoin pour supporter le choc de la concurrence à venir, notamment. Bonjour Alexandre. Bonjour Alexandre, vous êtes en Moselle ? Vous m'entendez ? Non, je crois qu'Alexandre ne nous entend pas. Alors est-ce que par exemple Hubert est en ligne ? Bonjour Hubert. Bonjour. Vous êtes à Latus-Saint-Rémy, en Vienne, dans la Vienne, pardon. Exactement. Alors, qu'est-ce que vous en pensez, vous, de la situation ? Moi, je pense que si la loi elle est bonne, on ne va pas voter parce que c'est une loi de gauche. Donc la droite va dire non, on n'en veut pas, non pas parce qu'elle est mauvaise, mais parce qu'elle est de gauche. Alors si les partis ont ces seules raisons pour voter contre quelque chose, c'est bien, on vote contre. Parce que c'est pas nous qui l'avons inventé. Et puis, je trouve que en Allemagne, il y a eu une loi qui a été faite par monsieur Schröder, je crois, ça l'a coulé. En Angleterre aussi, il y a des lois qui ont été faites, ça a coulé ceux qui les ont initiés. Alors, moi, je trouve que c'est courageux, parce qu'après tout, François Hollande, il n'aurait pas bougé. En 2017, il aurait eu les doigts dans le nez, là, il risque sa réélection. Mais là, pour l'instant, il n'a pas bougé. Dès qu'il y a un truc bien, on vote contre. Il n'a pas bougé, il n'a pas bougé, là, pour l'instant, François Hollande, il maintient la loi. Non, il tient bon, mais... Est-ce que ça va fonctionner? Mais pourquoi pas? Oui, il faut tenir bon. Et puis, vous l'encouragez à tenir bon? Comment? Vous l'encouragez à tenir bon, c'est ça? Oui. D'accord. Non, je cherche à comprendre. De toute façon, tous ceux qui protestent contre cette loi, si on leur demande de dire ce qu'il y a dedans, ils n'en savent rien. Et la majorité... Ou alors on trouve ce qui ne nous plaît pas personnellement. D'accord. Pour une bonne raison. Oui. Et puis, moi, je disais à quelqu'un l'autre fois, souvenez-vous que en 68, ceux qui étaient dans la rue pour protester contre leurs aînés, c'est les mêmes qui ont le pouvoir aujourd'hui. Et puis aujourd'hui, ceux qui protestent contre ceux qui sont aujourd'hui, ce seront eux qui seront là dans 30 ans. Alors ils devraient réfléchir un peu parce que être contre tout le temps, oui. Et si cette loi apportait du mieux, ce serait pas mal quand même. Bon, vous êtes un peu pour, donc je constate que vous avez de ce point de vue un état d'esprit, vous voulez être positif. Merci Hubert d'avoir participé à notre dialogue sur Europe 1. Laurent Bigorgne, quand on regarde les programmes des candidats de droite à l'élection présidentielle, là, ils sont engagés chez les Républicains dans la primaire, ce sont des programmes radicaux, des baisses de dépenses publiques considérables et des suppressions de postes de fonctionnaires très importantes. Alors, c'est peut-être légitime ou pas sur le fond, ça on en débat, mais on se dit que s'ils sont élus,
début, même sur un pacte et un contrat clair avec les électeurs, ce sera quand même très difficile à faire accepter, parce que c'est quand même difficile pour des sociétés de se réformer de manière radicale, rapidement. Tout à fait. Alors, le risque qu'on court en ce moment, c'est qu'il y a une sorte de paralysme des formes entre la fin du quinquennat précédent et celle-ci. Je pense que tout le monde le sent. Il faut rappeler qu'à la fin du quinquennat précédent, on avait voté la TVA sociale. Oui, en janvier et qu'au 2012, final, cette mesure qui aurait sans doute été très nécessaire et que il aurait mieux valu la faire voter au début. Voilà, et peut-être que le pouvoir actuel regrette de ne pas l'avoir comme outil dans son arsenal. D'une certaine façon, elle s'est grillée. Moi, je crains beaucoup cet effet. C'est pour ça que je pense qu'il faut sortir maintenant de ce conflit et puis il faut avoir un geste fort pour terminer la discussion parlementaire. Il faut impérativement que cette loi soit votée, sans quoi je crains effectivement que ce soit un point de non-retour. Maintenant, vous avez raison, l'opposition est en train... dans la course aux primaires, de marquer des mesures très fortes qu'elle n'a pas été capable de faire passer entre 2007 et 2012. Il y aura un enjeu très fort de pédagogie et d'explication. Oui, et c'est pas parce qu'ils obtiendront une majorité, celui qui sera élu par hypothèse chez les Républicains, que la réforme sera facile à faire. Ça n'est pas aussi simple que ça. Ça n'est pas aussi simple que ça. La vie démocratique est toujours heurtée. De talent dans l'art de gouverner. Exactement. Merci Laurent Bigorgne, directeur de l'Institut Montaigne, d'avoir accepté l'invitation d'Europe Midi. Nous poursuivons notre dialogue. Êtes-vous plutôt Clinton ou plutôt Trump? À tout de suite. Pour apporter vos témoignages sur l'actualité, appelez Europe 1 au 39 21. 50 centimes la minute plus coût de l'appel. Et vos témoignages, c'est maintenant avec Jean-Michel Apathy. Bonjour. Alors donc nous parlons, oui, peut-être qu'il faut le dire d'un mot. Nous parlons des élections américaines. Hillary Clinton a donc obtenu une majorité de délégués. Elle sera la candidate des démocrates, c'est certain. Donald Trump est aussi en voie d'être investi par le parti des Républicains pour l'élection présidentielle du 8 novembre. D'où notre question ce matin. Clinton ou Trump? Bonjour Pierre. Bonjour Jean-Michel. Vous êtes à Saint-Lô dans la Manche. Tout à fait. Et des deux personnalités américaines vers laquelle vont vos sympathies? Je n'hésite pas, je choisis Trump. C'est vrai? Mais pas pour son programme, oui. Je pourrais revenir dessus, non. Mais plutôt par réaction vis-à-vis d'Hillary Clinton. Ah, vous n'aimez pas Hillary Clinton? Oh, c'est pas que je l'aime pas, c'est qu'elle défend des politiques qui ne seront pas favorables à l'Europe. D'accord. Et vous pensez que Clinton va défendre des politiques favorables à l'Europe? Non, que Trump va défendre des politiques favorables à l'Europe. Ouais. Alors, je ne le pense pas en tant que tel, mais Trump s'intéresse tellement à la politique américaine et est très marqué par une forme de nationalisme qu'on souligne parfois souvent, qu'il est beaucoup moins dangereux, notamment sur la grande négociation TAFTA qu'Hillary Clinton. Hillary Clinton représente, de par sa culture, le mondialisme qui n'est pas la mondialisation. Bon, moi, j'ai jamais trop fait la différence, mais ce qu'on dit de Donald Trump, son racisme, sa méconnaissance des problèmes internationaux, il dit après tout que la Corée du Nord et la bombe atomique, moi, ça m'est égal. Ça, pas d'inquiétude là-dessus? Écoutez, on a dit à peu près la même chose quand on a vu arriver Reagan. Reagan, on ne disait pas tellement qu'il... Reagan, il était surtout anticommuniste. Je ne suis pas sûr que la comparaison soit très pertinente. C'est une question d'époque. Oui, Reagan était un anticommuniste primaire. Donald Trump est un antisocial primaire. C'est pas mieux. Oui. Mais comme je vous le dis, c'est faute de mieux, je choisis Trump. D'accord. D'accord, vous n'êtes pas repoussé par ce que l'on dit parfois du personnage, son racisme, ses approximations, sa méconnaissance de ce qu'est la politique puisqu'il n'a jamais eu de mandat. Tout ça, ça vous paraît pas très important? Écoutez, si on refusait à des gens qui n'ont pas de mandat de faire de la politique, on ferait bien de balayer devant notre porte. D'accord, je ne sais pas à qui vous pensez, mais vous avez sans doute raison. Merci beaucoup Pierre pour votre analyse et merci d'avoir appelé le 3921. Bonjour. Au revoir. Au revoir, bonjour Gilles. Bonjour. Alors, Clinton ou Trump? Moi je vais être l'opposé, je vais être plutôt Clinton. Ah, pourquoi? En fait, je vais vous dire pourquoi. Parce que déjà je suis anti-Trump, c'est évident.
Mais ce que j'aime à croire, c'est qu'on fait un mismatch ici, une confusion des gens. Dans les Français, quand on parle des États-Unis, on parle toujours de New York. Les médias nous vendent les choses comme ça. Or, entre New York et Los Angeles, il y a un truc énorme qui s'appelle le Middle West. Et je comprends tout à fait pourquoi Trump parle le langage que le monsieur tout à l'heure décrivait. Un langage très caricatural, mais pourtant très clair et compris par des Américains qui sont dans l'Amérique très profonde que nous, Français, ne connaissons absolument pas. Alors évidemment, vous êtes Clinton, vous ? Parce que c'est un programme qui est plus cohérent. C'est quelqu'un qui connaît les rouages de la politique, qui est dans la politique depuis très longtemps. Elle a d'abord été la première dame des États-Unis, donc je pense qu'elle a... Voilà. Mais les Américains la trouvent menteuse, hypocrite, pas chaleureuse. Enfin, ils les trouvent plein de défauts. Et du coup, personne n'est capable de dire quelle sera l'issue de l'élection du 8 novembre. De toute façon, je me rappelle d'un prof d'histoire qui me disait que pour gouverner, en parlant de Richard Nixon, pour gouverner des requins, il fallait un requin. Donc je pense pas qu'il faille élire quelqu'un qui est gentil, sympathique, pour diriger un pays aussi puissant, aussi versatile, aussi différent et aussi riche que les États-Unis. Sinon, il y aurait beaucoup plus de belles choses dans ce bas monde. Vous avez raison, Gilles. La gentillesse n'est pas une qualité forcément requise pour faire de la politique. Voilà. Merci beaucoup pour votre participation à notre discussion sur l'antenne d'Europe 1. Je vous souhaite une bonne journée, Gilles. Et de même, au revoir. Au revoir, bonjour Christian. Oui, bonjour. Trump ou Clinton ? Trump, 100% Trump. Pourquoi ? En 2 mots ? Parce que Trump, je dirais, comme Sanders d'ailleurs, ça représente un symbole de la révolte contre l'oligarchie. D'accord. Et alors que Clinton représente la politicienne professionnelle liée au lobby, au groupe de pression économique, financière, religieux, qui finance Clinton en l'occurrence. Et donc, si vous étiez américain, votre préférence irait à Donald Trump ? Bien sûr, puisque sa campagne est sans fonds ni donateur, elle est libre. D'accord. Donc, il parle comme un chef d'entreprise, sans langue de bois. Et ça vous plaît ? Et ça me plaît bien. Voilà, donc il parle franc, pas de langue de bois, franc-parler. Il peut être brutal dans son discours. Il dit des vérités qui dérangent. On aurait besoin de ça en France. Le politiquement correct, le politiquement correct, la médiocrité bien pensante, revenir à des vérités. J'apprécie ça chez Trump. Et donc la campagne américaine est lancée. Merci Christian pour votre opinion. Nous reprenons ce dialogue demain à 13h10 sur l'antenne d'Europe 1 par l'intermédiaire du 3921 et dans 2 minutes, la séquence des découvertes. À tout de suite. Europe Midi revient dans un instant.